Léo, autre chose, Henri Guénaud, les patrimoines des ministres étalés ce matin dans toute la presse, vous avez regardé? Non, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé les unes, et je vais vous dire mon sentiment. Mais est-ce que vous Il avez est... regardé le détail Non, là non, ça m'intéresse pas. Ça Non, m'intéresse pas de savoir que Madame Nicole Bricq, qui était à ça votre vous antenne intéresse tout pas? à l'heure, Oui. a un compte cerise ou qu'elle a acheté son appartement en viager. Non seulement ça m'intéresse pas, je trouve ça extrêmement indécent. Moi, ça me gêne. Voilà. Le sentiment que j'ai face à ce déballage, c'est celui d'un grand écœurement, d'une nausée. Une nausée face à ce spectacle tellement dégradant, et pour la démocratie, et pour les personnes. Est-ce que c'est la société que nous voulons? Vous savez, le gouvernement, là, fait assaut de démagogie. C'est une démagogie terrible, qu'on n'en a pas vu depuis longtemps, tout ça, parce que M. Hollande et M. Ayrault ont fait une erreur de jugement formidable en nommant M. Cahuzac au budget. Bon, la démagogie... Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Parce que vous dites démagogie, diversion, oui. écran de fumée. Non, j'ai pas dit ça, moi, écran de fumée, c'est trop Non, gentil. C'est trop gentil, c'est ce écran qui de se dit à fumée. l'UMP. C'est de la démagogie pure et Bon. simple, et la démagogie est la maladie mortelle des Mais démocraties. alors, qu'aurait dû Voilà. faire le gouvernement après l'affaire Cahuzac? Monsieur Cahuzac, vous croyez qu'il aurait déclaré son compte en Suisse si on l'avait obligé à déclarer son patrimoine? C'est Non. une blague. Donc Alors, il n'avait pas à prendre des mesures non, pour la transparence qu'on de la vie publique. mais elle est transparente, la vie Elle est publique. déjà Plus de transparente. transparence, c'est s'acheminer vers une société totalitaire. Henri Guénaud, Voilà. je vous rappelle. Poursuite de notre contre-programmation présidentielle, d'autres candidats, d'autres voix. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Yvelines depuis 2012. Vous avez été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy pendant les 5 ans de son quinquennat. Vous avez 59 ans et vous êtes, si je ne me trompe pas, après avoir été commissaire général au plan, une structure qui n'existe plus, conseiller maître à la Cour des comptes. C'est cela votre profession. Avant de passer à cette conversation avec vous que je mène avec ma consoeur Hélène Salvi, qui suit la droite, et Dieu sait si elle a du courage actuellement, parce que ce n'est pas si facile, vu tout ce qui se passe dans la campagne du candidat sorti des primaires, les Républicains. Mais vous-même, vous n'êtes pas dans cette primaire, vous avez refusé d'y être et vous êtes candidat indépendant. Vous allez nous expliquer pourquoi et pourquoi vous avez fait ce choix. Mais avant cela, c'était le sens de notre petite introduction. Comme c'est le climat, c'est le contexte, c'est pas vous qui êtes concerné, c'est la campagne de François Fillon. Vous avez à plusieurs reprises, sur ces questions des affaires, des révélations des journalistes, employé cette expression transparence totalitaire. L'extrait qu'on a vu, c'est en 2013, après l'affaire Cahuzac, révélée par Mediapart. On aurait pu trouver aussi une autre vidéo, toujours sur France Inter, où vous avez employé ça à propos de révélation du Canard enchaîné qui révélait votre salaire annuel à l'Élysée quand vous étiez conseiller spécial de 290 000 euros, disait le Canard enchaîné. Vous parliez donc de cette transparence totalitaire. Est-ce que ça veut dire, on va voir tous vos désaccords avec François Fillon, et qui fait que vous êtes candidat, mais est-ce que ça veut dire que sur ce point-ci, vous êtes d'accord avec François Fillon et que si vous étiez dans les soutiens de sa campagne, vous lui diriez « Tiens bon, reste en place, envoie balader tous ces journalistes ». Non. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, la transparence dont je parle, c'est celle qui est organisée par les textes, c'est-à-dire celle qui oblige à mettre sur la place publique sa vie, son patrimoine, son salaire, etc. Bon, les salaires en général des fonctionnaires ou les traitements, ils sont connus. Ce qui m'avait agacé dans l'histoire de l'Élysée, c'est que quelqu'un se soit permis d'aller... Je ne parle pas du Canard, je ne parle même pas des journalistes, c'est leur rôle. Ils ont une information, ils la donnent. Vous m'avez jamais entendu critiquer le fait que les journalistes donnent une information. Je peux être en désaccord avec la façon dont il la présente. Nous avons eu des désaccords de ce genre assez souvent. Je peux même dire voilà. aux lecteurs fidèles de Mediapart, ils s'en souviennent qu'en pleine affaire Sarkozy, vous aviez voulu, souhaité et accepté un face-à-face sur les révélations de Mediapart que nous avions eues sur des chaînes de services publics. Absolument. Mais donc, moi, je ne critique pas le travail du journaliste. Il m'arrive parfois de trouver que l'objectivité n'est pas forcément au rendez-vous, mais c'est le rôle des journalistes que de mettre sur la table les informations dont ils disposent. Je ne les vois pas les ranger dans un tiroir et les cacher. C'est d'ailleurs, à mon avis,
principal contrepoison de toute dérive de la démocratie. Le principal contre-pouvoir, il n'est pas dans la justice, il n'est pas dans les institutions, il est dans la société et dans la liberté de la presse. Bien. Donc c'est pas le sujet, c'est pas le sujet de mon intervention. Le sujet, c'était, je vais en venir à François Fillon, le sujet, c'était les règles qui obligeaient, encore une fois, à tout rendre public. Parce qu'à ce moment-là, il faut imaginer de rendre public à la porte des usines tous les salaires. Quelle société va-t-on faire? Bon. Ça n'a rien à voir avec la question que vous me posez à propos de François Fillon. Les journalistes mettent des faits sur la table, c'est fait vrai ou faux. Il semble bien quand même. Lui-même l'a reconnu. J'allais finir ma phrase. Voilà, ces faits sont exacts. Le parquet financier demande une enquête préliminaire. Bon, et on voit bien que les faits s'accumulent. Chacun jugera après du caractère légal, enfin les juges du caractère légal ou illégal, et chacun du caractère moral ou immoral de ces actes. Mais la question n'est pas celle-ci pour François Fillon. La question est de savoir quels sont les dégâts politiques dans un contexte de crise morale très profonde. C'est les conséquences politiques de tout ce qui se passe dans le contexte de crise morale devraient l'amener à se retirer. Je ne dis pas ça pour prendre sa place, il y en a tellement qui veulent prendre sa place, mais simplement, vous imaginez qu'un candidat qui propose des sacrifices pour la plupart des gens, et en particulier les plus modestes, en expliquant que depuis 40 ans, les Français vivent trop bien et que désormais, ils doivent commencer à payer. Et qui se trouve dans la situation où il est. Ne peut pas faire campagne, n'est absolument pas audible et ne fait que provoquer de la colère, de la révolte qui ne servent pas la démocratie. Voilà, donc, moi, je pense qu'il serait beaucoup plus digne, beaucoup plus grand de sa part de dire, écoutez, je ne suis plus en mesure d'être un candidat crédible à l'élection présidentielle. Encore une fois, ça ne préjuge en rien, pour le coup, de sa responsabilité pénale ou morale. Mais je trouve que ça serait un service à rendre simplement à la démocratie, parce que rater cette élection présidentielle, rater ce rendez-vous des présidentielles, serait une catastrophe. On imagine une élection de cette importance se dérouler sans un candidat qui représente la sensibilité de toute une part de l'opinion publique et nourrissant au contraire un peu plus encore le tous pourri et la colère du peuple. Est-ce qu'on va aller tranquillement vers les désastres démocratiques qui nous attendent? On a vu ce qui s'était passé aux États-Unis, et on n'a sans doute vu que le début de l'histoire. On voit ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, et on voit bien qu'au bout, il y a une crise majeure de la démocratie qui se profile. Est-ce que nous allons... La question est de savoir si chacun d'entre nous veut contribuer à aggraver cette crise, à la rendre presque inévitable, ou si au contraire, chacun prend une attitude qui essaye de conjurer cette crise. Voilà, c'est ce que je dirais, moi, à François Fillon, mais je ne suis pas le mieux placé pour lui donner des leçons ce soir. Voilà. Nous sommes au cœur de votre différence, j'allais dire, et de la raison d'être de votre candidature. Je vous laisse entre les mains, j'allais dire, d'Hélène Salvi. Oui, alors, juste une question avant d'entamer le fond et la politique. Juste pour terminer sur François Fillon, ce que vous dites ce soir de lui, ce qui est assez étonnant, c'est que François Fillon lui-même le disait dans d'autres circonstances, une autre affaire qui était en 2014, à Jean-François Copé, qui était à l'époque président de l'UMP, pour lui demander de démissionner. Et à ce moment-là, il lui disait, il publiait un communiqué, donc on était en mai-juin 2014, il lui disait « Ta responsabilité est de te mettre en réserve pendant la durée de l'enquête, etc. Il n'y a aucune autre voie qui soit conforme aux valeurs que nous prétendons incarner et à l'intérêt de notre mouvement. Nous n'avons que quelques semaines pour sauver l'UMP du désastre. » Je vous en passe, c'est un peu tout sur ce registre-là. Pourquoi aujourd'hui, à l'époque, Jean-François Copé n'était pas mis en examen, et d'ailleurs il ne l'a jamais été dans l'affaire Big Magnon, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Pourquoi
ce que disait François Fillon en 2014, il ne se l'applique pas à lui-même. Et pour quelles raisons, à votre sens, il s'accroche comme ça à cette présidentielle? Écoutez, moi, je ne suis pas dans la tête de François Fillon. C'est à lui à tirer les conséquences de ses actes, de la situation et des discours qu'il a tenus au cours des dernières années. On n'imagine pas voilà. le général de Gaulle mis en examen. On ne peut pas passer son temps à donner des leçons aux autres et à ne jamais se les appliquer à soi-même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le reste, interrogez-le pour savoir pourquoi il reste, pourquoi il s'accroche à cette candidature. Personne n'a réussi à avoir le fin mot de cette histoire, ni les députés du groupe Les Républicains, Vous êtes nombreux à penser comme ni vous. les journalistes apparemment. Hein. Vous êtes nombreux à réclamer son départ aujourd'hui? Je crois qu'il est clair que beaucoup d'entre nous seraient soulagés de le voir prendre cette attitude que je décrivais tout à l'heure et dire ce qu'il conseillait de faire à Jean-François Copé, se mettre en réserve et s'occuper des problèmes qui aujourd'hui l'accablent lui et sa famille. Il ne faut pas oublier qu'il a une épouse, des enfants et que c'est certainement pas très facile à vivre. Voilà, maintenant... François Fillon parti, rien ne serait résolu politiquement pour les Républicains et l'UDI dans le contexte actuel. Mais s'agissant de lui-même, je ne vois pas quelle autre attitude, encore une fois, pour ma part, que celle qui consiste à c'est pas tout à fait la même chose que d'être accusé sans qu'il y ait pour l'instant de faits tangibles, d'avoir reçu de l'argent de Kadhafi ou... Vous parlez de nos enquêtes sur M. Sarkozy. Oui, mais ce sont des enquêtes. Vous voyez bien que c'est pas de même nature. D'abord, il n'y a pas de fait pour l'instant de même temps. Il n'est pas mis en examen. Non, mais c'est même pas le problème judiciaire. Enfin, je veux dire que les faits, personne n'a trouvé. On a vu passer l'enveloppe qui aurait été donnée à Nicolas Sarkozy, ni n'a pu tracer le cheminement de cet argent. Voilà, c'était la même chose dans l'histoire de Madame Bettencourt. Et d'autre part, il s'agissait dans tous les cas de financement de campagne. Jamais, pour l'instant en tout cas, il n'a été soupçonné ou accusé d'avoir agi dans son intérêt personnel, c'est-à-dire d'avoir mis de l'argent dans sa poche. Voilà, d'enrichissement personnel. Bon, on est dans quelque chose qui est différent, avec des procédures très longues et très complexes. Je ne dis pas que c'était très facile, mais c'est pas du tout de même nature. Voilà. On en vient à votre campagne, à votre raison d'être candidat. Parce que, avant que l'affaire Fillon n'éclate, vous étiez déjà candidat à la présidentielle. D'ailleurs, vous étiez au départ un candidat à la primaire, mais vous n'aviez pas eu les parrainages nécessaires. J'avais dit dès le départ que le système me paraissait très verrouillé, oui, que donc je voulais bien essayer de me plier à cette règle, mais que si je n'obtenais pas mes parrainages, j'en déduirais qu'il est tellement verrouillé que de toute façon on ne peut rien dire et je serais dès lors candidat à l'élection présidentielle. Donc ce qui est le cas, ce qui veut dire qu'avant même que François Fillon rencontre ces problèmes actuels avec la justice, vous étiez déjà candidat face à lui. On le sait, aujourd'hui, la droite est diverse, elle est composée de 1000 courants. Comme la gauche. Oui. Il s'avère qu'on parle de la droite. Donc gaulliste, sarkozyste, centriste, humaniste et que sais-je encore. Il y a beaucoup d'autres courants encore, oui. Voilà. Vous appartenez, vous, toujours à cette famille politique, même si, bon, c'est un point de détail, pas pour vous, hein, mais votre circonscription a été encore gelée là, pour les investitures, etc. Oui, mais vous savez, les gens qui ont pris cette décision, qui est un petit chantage un peu misérable... Comme vous êtes candidat solitaire, on ne vous investit pas, c'est ça? Pour que tout le monde comprenne? Non, on a suspendu mon investiture. Avant que vous renonciez? Voilà, en gros, pour expliquer que si je persistais, si j'étais candidat, je ne l'aurais pas, mais si en revanche je retirais ma candidature, on me la redonnerait. Voilà, c'est ce que j'appelle un petit chantage misérable, mais qui n'a aucune importance, d'autant que les gens qui se sont livrés à ce petit chantage n'auront après l'élection présidentielle plus aucune espèce de légitimité ni d'influence pour appliquer ce genre de décision. D'accord, donc bon, vous ne cédez pas au chantage, vous êtes quand même candidat. De toute façon, non. Très bien. Pour quelles raisons exactement vous êtes candidat aujourd'hui alors que vous appartenez toujours à cette famille politique? Pour quelles raisons, si ce n'est ce que d'autres disent, c'est-à-dire si ce n'est conduire à la défaite de la droite parce que pas d'unité? Et sur le fond, qu'est-ce qui vous différencie foncièrement de François Fillon? Alors d'abord,
vous aurez l'honnêteté de remarquer qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui plombe politiquement, ni ma famille politique, ni la droite et le centre. Hein. Je crois que les choses sont très claires. Si le bateau coule, ce n'est pas parce que j'ai défoncé sa coque. Hein. D'autres s'en chargent. Donc je me sens tout à fait exonéré de cette accusation. Pourquoi j'ai voulu me présenter? D'abord parce que les programmes qu'on me proposait ne me convenaient pas. Voilà, je pense que ce qu'il en ressortait, et notamment sur le plan économique et social, qui est quand même la grande question d'aujourd'hui, puisque c'est sur ces sujets que bute la politique. Dans l'Occident tout entier, pas seulement en France. Hein, pourquoi M. Trump a-t-il été élu? Il a été élu parce que brusquement une partie de l'Amérique profonde a voulu exprimer un rejet de certaines conséquences de la mondialisation aux États-Unis. Bon. Et en Europe, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a une révolte, une révolte des peuples parfaitement compréhensible contre le fait de se trouver confrontés à des hommes politiques qui, dans ce domaine très important de l'économique et du social et qui conditionne presque tout le reste, se trouvent dans une situation où ils ont à assumer des responsabilités qu'ils ne peuvent plus exercer ou qu'ils ne veulent plus exercer. C'est la grande question qui est au cœur de la crise politique et de la crise de la démocratie actuelle. Donc moi, j'en ai assez de voir toujours les mêmes programmes économiques, toujours les mêmes logiques économiques à l'œuvre, toujours la même façon d'aborder la question sociale, qui, de toute façon, nous conduisent à la fin à faire toujours la même chose. Qu'est-ce qui vous déplaît exactement? Est-ce que, par exemple, le discours qui est très présent à droite sur ce qu'ils appellent communément, ce que vous appelez communément dans votre famille politique, la fraude sociale, tout ce discours qu'on entend depuis des années sur l'assistanat, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous D'abord, je ne connais personne qui vante les mérites de la fraude sociale ou de la fraude fiscale. Bon, personne. Donc tout ça. On parle plus de fraude sociale que de fraude fiscale à droite. Tout ça n'est pas le sujet central. Ça, c'est pour, j'allais dire, c'est un peu pour amuser la galerie. Il est normal qu'un gouvernement lutte contre la fraude, contre toutes les fraudes, et fasse rentrer dans les caisses de l'État ou de la sécurité sociale tout l'argent qui doit y rentrer dans l'état actuel des règles et des lois. Bien, donc ça c'est pas le sujet majeur. Il n'y a pas de désaccord évidemment sur le fait qu'il faille lutter contre les fraudes et que les fraudeurs doivent être sanctionnés. Les accords, c'est sur la politique d'austérité, de réduction des déficits drastiques. Là où ça ne va plus. Prenons les choses plus en amont. D'abord, c'est que moi, je reviens à ma remarque de tout à l'heure. Moi, je n'accepte pas, ni moralement, ni économiquement, ni politiquement, un discours qui explique aux Français qu'ils ont trop bien vécu durant 40 ans et que maintenant, ils doivent payer la facture. D'abord parce que c'est évidemment moralement inacceptable. Les Français n'ont pas trop bien vécu depuis 40 ans. La plupart des Français, y compris dans les classes moyennes, même relativement aisées, font des sacrifices, font des efforts, ont une vie plus difficile depuis une quarantaine d'années. N'en déplaise à l'utilisation un peu stupide des statistiques, notamment de l'INSEE. C'est pas la statistique que je mets en cause, c'est ce qu'on en fait. Je vous explique que le pouvoir d'achat augmente, mais qui travaille sur des moyennes. Comprenez, la moyenne du pouvoir d'achat, ça veut dire quoi lorsque l'on fait la moyenne entre un couple de gens à la retraite qui ont déjà, depuis très longtemps, qui ont commencé à travailler au début des 30 Glorieuses et qui ont déjà depuis très longtemps remboursé leurs emprunts, acquis leur appartement, et puis le jeune couple qui rentre aujourd'hui et dont le coût dans certaines métropoles du logement va représenter à peu près 40 ou même plus de leur revenu. Donc on fait des moyennes qui n'ont pas de sens. La vérité est qu'il y a de plus en plus de gens et que ça se dégrade de génération en génération. Il y a des études de cohortes générationnelles qui ont été faites depuis longtemps, et on voit de génération en génération le pouvoir d'achat devenir enfin de se réduire et la vie devenir plus difficile. Bon, donc les Français, ils ont beaucoup payé déjà. Ils ont beaucoup payé. Les réformes, dire que personne n'a fait de réforme, ça n'est pas vrai. La valse des réformes n'a cessé depuis la fin des années 70. Bon, elles ont provoqué dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'organisations, dans les entreprises, là aussi une situation
bien plus difficiles à vivre. Elles ont demandé des efforts d'adaptation, elles ont provoqué de la tension, elles ont provoqué du stress. Et le stress, la tension est un élément aujourd'hui majeur du malaise de nos sociétés, et notamment le stress ou la tension au travail. Bon, figurez-vous quand même que pendant ces années, des imbéciles ont réussi à développer une théorie du management par le stress. Hein, c'est quand même c'est formidable. Or, tout ce que nous savons, pour rester vraiment sur l'économie, tout ce que nous savons de la productivité nous conduit à penser devrait nous conduire à penser que le stress n'est pas une façon d'améliorer la productivité. Au contraire, les gens, pour être productifs, doivent être impliqués dans leur travail, doivent se sentir reconnus, doivent trouver que on les traite de façon juste, équitable. Voilà. Mais le stress ne fait que abîmer la productivité, abîmer les potentiels de croissance d'une économie. De même que cette idée que nous vivrions aujourd'hui au-dessus de nos moyens. La France ne vit pas au-dessus de ses moyens, elle vit en dessous de ses moyens parce qu'elle exploite mal son capital humain, parce qu'elle le traite mal et parce qu'elle en laisse une grande partie de côté, comme elle laisse de côté une grande partie de ses territoires. Elle vit au-dessous de ses moyens parce qu'elle vit au-dessous des ressources, dans une sous-utilisation des ressources dont elle dispose. C'est ça l'enjeu pour un gouvernement, mieux utiliser toutes les ressources dont il dispose. Et puis, moralement, il y a un autre problème, pour moi, c'est que une politique qui porte aussi peu attention aux gens, qui témoigne d'aussi peu de générosité, qui n'a pas de cœur, pas d'humanité, est une politique, pour moi, absolument inacceptable. Voilà, je le dis avec beaucoup de conviction. Alors, vous me direz c'est facile, au fond, j'aime pas tellement étaler tout ça, mais accepter cette politique, c'est accepter de renier tout ce qui m'a constitué, c'est accepter de renier mes origines sociales, c'est accepter de renier ce que j'ai vécu enfant avec ma mère et ma grand-mère. Ça n'est pas possible. Vous savez, c'est Camus qui disait, quand on lui demandait s'il était de gauche ou de droite, il disait, je suis de gauche, j'accepte parfaitement que des gens de droite puissent dire la vérité ou puissent dire des choses intelligentes, mais je suis de gauche parce que si je disais le contraire, je renierais tous ceux qui m'ont élevé, tous ceux avec lesquels j'ai vécu enfant et qui m'ont fait ce que je suis. Bon, eh bien, c'est pareil. Voilà, vous connaissez ma grande admiration pour Camus. C'est la même chose. Ça n'est pas possible. C'est une idée de l'homme. Je sais bien que c'est un mot qu'on emploie à tort et à travers, mais pour moi, c'est vraiment une idée de l'homme qui ne me satisfait pas. Et puis, vous savez, il y a plusieurs droites, on le disait tout à l'heure. Il y en a une qui veut prendre sa revanche sur l'histoire. Elle veut prendre sa revanche sur le Front populaire. Hein, c'est imaginé, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, en 1900... Vous voulez dire une droite vichyste ? Mais pas seulement vichistes, parce qu'ils ne sont pas tous vichistes, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... je me souviens de ce qui s'est... Enfin, je me souviens dans les livres d'histoire, mais ce qui s'est passé en 1940, on a dit, la défaite... Enfin, certains ont dit la défaite, c'est la faute d'une grande crise de paresse des Français, de la décadence, donc c'était la faute des 40 heures, c'était la faute des congés payés, c'était, vous comprenez, toutes ces conquêtes sociales avaient avachi les Français, les avaient privés de leur énergie, mais en 1940, si nous avons perdu, ça n'est pas à cause du peuple, ce n'est pas à cause des ouvriers, ce n'est pas à cause des 40 heures, c'est à cause des chefs. Ce sont les chefs qui ont failli. Les Français, ils se sont battus, 100 000 morts pendant l'offensive allemande. Ils se sont battus, personne il n'y a pas eu de mutinerie, il n'y a pas eu de... Non, ils se sont battus, mais les chefs avaient fauté, les chefs s'étaient trompés. C'est les chefs qui étaient responsables. Bien, voilà, il y a une droite qui pense toujours que le Front populaire est responsable de tout. Puis vous comprenez, il y a les francs-maçons, la gauche, les communistes, les collectivistes. Ils veulent prendre leur revanche sur le Conseil national de la résistance. Il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que nous vivons depuis 1944 dans un régime collectiviste et communiste. Je me souviens quand on a essayé de prendre quelques mesures pour la participation sous le quinquennat précédent, on a commencé par dire on va faire ce que font certaines entreprises, 3 tiers. On posait 3 tiers dans le partage des bénéfices, 1 tiers pour les investissements, 1 tiers pour les actionnaires, 1 tiers pour les salariés. Bon, on nous a dit c'est pas possible, il y a eu une levée de bouclier. Et finalement, le gouvernement s'est rallié à une petite prime de participation. Eh bien, il y a des gens, je pense dans certaines couches du patronat, mais qui ont dit, je me souviens, l'un d'entre eux a dit, maintenant on peut mettre le marteau et la faucille sur le drapeau français.
Vous vous rendez compte? Et je me souviens d'un haut responsable du MEDEF qui m'a expliqué que c'était du collectivisme. J'ai dit, mais non, la participation, c'est le général de Gaulle, et qui m'a dit, justement, voilà. Henri Guénaud, je vais repasser la parole. Donc cette revanche, voilà, c'est cette droite-là, c'est pas la mienne. Voilà. Je vais, avant de passer la parole c'est pas la mienne. Hélène et moi, on vous écoute, là, c'est fasciné, je pense les autres qui nous écoutent, et vous l'avez dit vous-même en parlant de Camus, on vous écoute, et spontanément, on se pince, on dit, mais... Vous faites pas mal en vous pinçant. Non, mais on se pince pour voir si c'est de la réalité, mais comment dire... J'ai bien écouté, vous disiez, Camus, il dit, bah oui, mon origine, mon histoire, comme vous, la gauche. La gauche, pas parce que la gauche serait propriétaire du bien, de la morale et tout, oui, j'ai bien compris, on est d'accord. On est d'accord, les luttes sociales, c'est ce que vous avez dit, le Front populaire. Donc, deux questions toutes simples. Premièrement, bah, qu'est-ce que vous faites à droite? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez fait 5 ans? Très à droite. Auprès de Nicolas Sarkozy. Je ne veux pas dire ça. Auprès de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est deux questions simples. Moi, je ne suis jamais allé à droite, je suis allé au gaullisme. Comme d'autres, comme Philippe Séguin, comme un tas de gens qui s'étaient engagés. Il y avait, vous savez, dans la France libre, dans le gaullisme, des gens qui venaient de tous bords. Philippe Séguin avait un très beau mot, d'ailleurs, il disait souvent la gauche n'a pas été au rendez-vous du gaullisme, c'est la raison pour laquelle le problème récurrent du mouvement gaulliste est de résister à sa droitisation. Bon, je ne suis pas de gauche, je prends cet héritage. Vous savez, quand en 2007, avec Nicolas Sarkozy, on parlait de Blum et de Jaurès, les journalistes me disaient, enfin quand même, vous, à droite, c'est... Moi, la droite qui était contre les congés payés, moi, je n'ai rien à voir avec elle. Je disais aux gens, mais vous êtes contre les congés payés? Non, moi non plus, j'aurais jamais pris de vacances, petit. Enfin, enfant. Et ma mère non plus, ma grand-mère non plus. Enfin, la question ne se pose même pas. J'assume cet héritage. Le Conseil national de la licence, c'est pas la droite ou la gauche, c'est tout le monde. Les allocations chômage, le système d'allocation chômage que nous avons aujourd'hui date de 58. Bon, je vous défie de classer le gaullisme à droite ou à gauche. Ça ennuie la gauche, mais c'est ainsi. Et d'ailleurs, une partie de la droite que je n'aime pas est profondément anti-gaulliste. Elle veut prendre sa revanche sur le gaullisme. Moi, j'appartiens à un vieux courant français que vous classerez où vous voudrez, il s'appelle le gaulo-bonapartisme. Je l'assume. Et voilà, c'est ça ma tradition politique. Alors après, il y a la répartition dans l'hémicycle, il y a le Parti socialiste d'un côté, il y a eu le Parti néo-gaulliste, puis l'UMP de l'autre côté. Appelez ça comme vous voulez, ça ne fait pas de moi ni le partisan d'une politique qui veut manager la France par le stress et faire reculer et se venger du Front populaire, ni ça ne fait pas de moi l'héritier des anti-Dreyfusards, au contraire, pardon. Moi, j'ai une grande passion pour Péguy, par exemple, et mais il y a aussi une grande passion pour Jaurès. Voilà, bienvenue à Mediapart. Non, mais c'est ainsi. Je ne suis pas l'héritier non plus de ceux qui étaient dans la milice. Voilà, moi, ma France, ça va nous amener peut-être aussi à des points de désaccord. Moi, ma France, elle était... Je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'époque, vous non plus, mais ma France, telle que je la vois depuis mes yeux d'enfant jusqu'à aujourd'hui, elle était à Londres et pas à Vichy, donc je n'ai pas de désaccord avec ça. Non, mais c'est pas ça, je ne supporte pas du coup la repentance. Je sais ce qui s'est passé, je sais qu'il y a eu des policiers français, mais pour moi, c'est pas ma France, voilà. Donc je ne m'excuserai pas au nom de ma France. Je pense que je sais qu'il y a eu des victimes, je trouve que tout ça est atroce, ça ne diminue en rien l'indignité de ce que j'accorde à cet événement, mais un président de la République qui vient de dire je m'excuse au nom de la France, ça me gêne. De ce point de vue, je suis plutôt d'accord et avec François Mitterrand et avec le général de Gaulle. C'est ma France à moi, elle n'était pas là. Voilà, c'est ce que voulait dire Edwige, j'imagine, c'est qu'il n'y a pas eu que 2007, ni que Blum ni Jaurès. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a eu, il faut rappeler, tout le monde le sait, y compris, vous le savez, Mediapart, il y a eu la déchéance de nationalité, il y a eu toute cette brutalisation que nous avons ressentie pendant ce quinquennat, la jeunesse, enfin tout ce qui a, d'une certaine manière, fait que François Hollande a gagné, même si, justement, il n'en a rien fait. On va
je vais pas refaire, j'ai déjà fait. Votre point de vue sur Voilà, tout ça, je c'est vais- pas, je veux pas. Non, C'est vais cette vous- partie du quinquennat, en fait. Voilà, dont bien on sûr, mais parlait. je l'assume totalement, je l'ai toujours assumé. Moi, Vous assumez les 5 ans tout entier. Oui, je les assume. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, ni que je ne tire pas des leçons des conséquences de ce que nous avons fait. Hein. Vous savez, c'est comme la Révolution. Clémenceau disait c'est un bloc. Oui, d'accord, on l'apprend. Mais ça, on peut, une fois qu'on a assumé cet héritage, se dire qu'on n'est pas obligé d'être un grand fanatique de la guillotine et du tribunal révolutionnaire et de Fouquier-Tinville. Bon, donc là, on n'a pas eu la guillotine ni Fouquier-Tinville. Moi, j'assume ce quinquennat. J'assume ses erreurs aussi. Voilà, parce que sinon, j'avais qu'à partir. Hein, je suis resté, donc j'assume. Ce quinquennat, pourquoi j'y suis allé d'abord? Parce que c'était un des rares hommes politiques de sa génération qui croyait encore que la politique pouvait quelque chose. Bon, moi, je pense que la politique, c'est la volonté humaine dans l'histoire. Voilà, et il l'a prouvé à plusieurs reprises, et notamment face à toutes les crises qui ont accablé le monde pendant cette période-là. On peut dire tout ce qu'on veut. Je pense que l'histoire, au moins, rendra justice à Nicolas Sarkozy pour les avoir affrontés franchement, le mieux possible. Alors après, moi, quand j'entends des gens nous expliquer qu'on a creusé les déficits de 600 milliards, je me demande dans quel monde je suis, parce que, oui, c'est vrai, et qu'aurait-il fallu faire d'autre? D'ailleurs, il n'y a pas qu'à gauche ou dans l'opposition qu'on dit ça. Hein. Il y a aussi dans ma propre famille politique des gens, et notamment des candidats d'aujourd'hui, qui expliquent que c'est dramatique ce qu'on a fait. Mais vous savez, il y a des gens au gouvernement qui voulaient faire un plan d'austérité en janvier 2009. Imaginez ce que cela aurait produit. Qui peut croire d'ailleurs que le déficit aurait été moindre? On prend une crise financière, crise Bon, il y a eu bancaire. la crise financière, il y a eu la crise géorgienne, il y a eu les printemps arabes. Alors on peut discuter de la Libye tant qu'on veut, je suis prêt à le faire. Pour moi, la Libye, ça reste quand même. On est sur vous, voilà. on va pas Voilà. refaire Non, mais tout voilà, le on va pas bilan. refaire le quinquennat. Après, Vous n'en pensez pas moins, mais vous prenez tout en bloc. Oui, Je bien sûr. résume. Alors après, la déchéance de nationalité, je ne suis pas l'auteur du discours de Grenoble. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, à la fin de son quinquennat, avait fini par reconnaître que ce n'était pas une très bonne idée, parce que je pense qu'un président ne parle pas comme ça. Je pense que ceux qui l'ont fait, qui ont poussé dans un moment de tension et d'émotion forte, le président de la République à le prononcer, ont beaucoup de tort. Voilà, et la déchéance de nationalité qui était proposée, on a proposé dans ce texte une déchéance de nationalité. Après tout, pourquoi pas? On a vu un gouvernement de gauche proposer la même chose et un président de la République de gauche il n'y a pas longtemps. Mais quand on dit la déchéance de nationalité, qu'on ne précise pas les conditions de cette déchéance, évidemment, beaucoup de gens se sentent concernés qui ne le seraient pas en réalité. Et donc c'est on blesse des gens qu'on n'a pas de raison de blesser. Voilà, on peut discuter à l'infini. Moi, j'ai fait retirer, j'ai fait remarquer à Nicolas Sarkozy qu'on avait fait une circulaire sur les Roms et que dans la République, on ne désigne pas dans un texte, c'est parfaitement contraire à tous les principes, y compris juridiques de notre République. Mais qu'a-t-il fait? Il l'a fait retirer tout de suite. Le président de la République ne sait pas toujours tout à temps non plus. Voilà, je pense qu'on a fait des procès qui sont justifiés sans doute à Nicolas Sarkozy, qu'il n'avait pas toutes les qualités, qu'il a fait des erreurs que j'assume, mais c'est pas non plus l'abomination de l'abomination. Je pense qu'il a, vous voyez, je pense par exemple c'est quelqu'un qui avait beaucoup plus d'humanité que le programme dont on vient de parler. Voilà, je pense que c'est quelqu'un, au fond, Que le programme de François Fillon. Oui, vous voulez voilà. dire. Alors après, il y a la gestion courante des affaires, il peut y avoir des erreurs, des écarts, mais il y a plus d'humanité chez Nicolas Sarkozy que chez l'actuel candidat des Républicains. Voilà. Hélène Salvi. Il y a un vrai sujet qui se profile aujourd'hui, c'est ce qu'on... On va faire 2 secondes de la politique fiction. La droite, Là, on en faisait, là. la droite perd en mai prochain. Politique fiction, bon. Qu'est-ce qui se passe? Refondation du parti, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que finalement, on arrive au bout d'un cycle? C'est-à-dire qu'il y a eu la création de l'UMP en 2002, ça fait 15 ans. Est-ce que ça a fonctionné moyennement? On a aujourd'hui une extrême droite qui est très très forte, qui est très puissante, qui est donnée un petit peu partout en tête, qui vous fait d'ailleurs des appels du pied. Hein. Marine Le Pen dit réguliellement que vous seriez compatible avec son... Elle l'a dit tout récemment. Oui. Hein, Et elle a vous- tendu la main. Et vous faites partie un petit peu de l'inconscient de cette espèce de spectre d'union des droites. Votre nom est souvent cité là-dessus. Est-ce que la défaite de l'UMP, les Républicains, entraînerait cette refondation et finalement un éclatement de la droite avec
peut-être une création d'un vrai centre de nouveau et une droite dite droite, extrême droite, union des droites. Et auquel cas, est-ce que vous seriez dans cette partie-là du mouvement? Alors, d'abord, la création de l'UMP, à mon sens, était une erreur. Voilà. Parce qu'elle a englouti le mouvement gaulliste ou néo-gaulliste. Alors, il y avait déjà ces divergences, ces différences. Il y avait d'un côté des baladuriens, des juppéistes, des séguinistes, des pasquoiens, etc. Bon. Mais là, elle a achevé le mouvement gaulliste. Cette idée a achevé le mouvement gaulliste. En les noyant avec d'autres Voilà, composantes. en les noyant. Et curieusement, ou paradoxalement, c'était le noyau central le plus important autour duquel on était censé agréger les autres qui a disparu. Je l'ai dit d'ailleurs dans un discours devant le Conseil national des Républicains l'année dernière, au début de l'année, qui n'a pas plu à tout le monde, mais je constate qu'on a fait disparaître la composante gaulliste et qu'on l'a fait du coup disparaître, du paysage politique. Bon. Et nous en payons le prix. Nous en payons le prix. C'est pas le prix que paye ma famille politique, c'est pas ça. C'est le prix que paye le système politique français, la vie politique française. Quand on a enlevé cet élément, on parlait des droits tout à l'heure. Moi, je trouve que là, on est au cœur du sujet. Quand on a enlevé ce mouvement qui pouvait tenir, en tout cas, si on remonte à ses origines intellectuelles, morales et politiques, pouvait tenir de façon raisonnable et ouverte, en même temps la question sociale et la question nationale, sans être national-socialiste, hein, voilà, mais qui pouvait le faire, qui pouvait avoir l'intention, même s'il n'y arrivait pas, de dépasser le clivage de la droite et de la gauche sans être fasciste, qui pouvait avoir le culte de l'autorité sans l'autoritarisme. Bon, eh bien, on a perdu quelque chose de très important au moment même où tout cela devenait essentiel, compte tenu de l'état de la société, de l'Europe et du monde. Voilà. Et vous savez, à l'époque, c'était très... On nous a dit qu'il faut être moderne. Alors, moderne, c'est avoir le bipartisme, deux grands partis, un de centre-gauche et un de centre-droit, qui vont se partager tout l'électorat, qui vont alterner dans le cercle de la raison, comme disait M. Minck à l'époque, dans le cercle de la raison. Puis voilà, tout ira bien. Ça, c'est moderne. Il faut arrêter avec les grands débats politiques, les grandes passions populaires, etc. Bien. Le résultat, c'est qu'en faisant cela, c'est-à-dire en remplaçant les partis qui étaient déjà beaucoup de défauts par des cartels électoraux où les gens dont les composantes étaient tellement divergentes à l'intérieur que plus personne ne savait, on a su très vite pourquoi ils votaient, hein, pour qui. Pour quelle idée, pour quelle vision du monde, pour quel système de valeurs. Eh bien, on a, au moment où les sociétés se radicalisent face aux problèmes, aux défis auxquels elles se trouvent confrontées, on a réussi qu'une chose, c'est réduire totalement le champ de ces deux partis pour l'ouvrir très largement à toutes les formes de contestation et de radicalité. Dans celle qui a le plus gagné, en France, alors il se trouve qu'en Espagne, c'en est une autre, ou en Grèce, mais en France, c'est le Front National. Mais c'est d'avoir voulu faire disparaître ça a ouvert le gaullisme. Qui a ouvert le champ au Front National. Qui a ouvert le champ politique. Plus personne, c'est quand plus personne ne défend la nation, au moment où la question nationale se pose, parce qu'elle est posée depuis, on va dire, une vingtaine d'années, de plus en plus. Si vous abandonnez, si ce qu'a été le gaullisme, qui quand même était le parti du grand large, qui regardait la France dans le monde, eh bien, si vous abandonnez la question nationale, vous l'abandonnez à tous ceux qui peuvent s'en saisir. Et en lui donnant un autre contenu. Mais bien sûr, c'est-à-dire que, oui, parce que après vous la traitez plus, d'autres s'en emparent, et d'autres en feront autre chose. Vous avez des points communs avec le Front National. Qu'est-ce que vous répondez précisément? Elle a dit « Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, dans la vie française, sont des patriotes. Monsieur Guénaud est un patriote. » Et elle vous tend la main. Vous lui répondez quoi? Merci de me donner l'étiquette de patriote. J'assume d'ailleurs d'être un patriote, d'aimer mon pays, d'aimer ma patrie. Ça a été une des raisons d'être de mes engagements politiques, qui m'ont quand même beaucoup plus coûté que rapporté.
c'est la seule raison. Donc très bien, je suis patriote. Moi, je ne fais de procès en antipatriotisme à personne. Hein. Mais comme j'ai dit sur une chaîne de télé il n'y a pas longtemps, je pense que M. Mélenchon est un patriote. Je pense qu'il aime son pays. Je le connais. Voilà. C'est pas pour ça que je vais adhérer au Front de gauche. Le problème avec le Front National, pour moi, il est philosophique, moral, politique, avant même d'être programmatique. Après, je peux vous dire, ce qui nous rapproche, ce sont les thèmes. Hein, ils parlent de la nation, très bien. Ils critiquent l'Europe à leur façon, mais pendant très longtemps, on n'a pas pu émettre la moindre critique, même raisonner. Même quand on faisait campagne avec Philippe Séguin sur le traité de Maastricht, dont on voit bien qu'après coup, ce traité posait des problèmes considérables. Bon, mais on ne pouvait pas. On était anti-européens, donc quasiment, même dans le journal que vous avez dirigé, mais que vous ne dirigiez pas à l'époque, je me souviens de gens qui s'exprimaient en expliquant qu'on était quasiment des parangons d'Hitler. Enfin, c'est parce que c'est comme si on voulait la guerre entre la France et l'Allemagne. Bon, on n'a pas pu longtemps en donc, ils parler. emploient les mêmes mots, mais le contenu est différent. Les thèmes sont les mêmes mots, mais bien sûr, le contenu est différent. Bien sûr que mon idée de la nation n'est pas la même que celle d'une bonne partie du Front National. Alors, il y a des gens qui sont allés au Front National en pensant que là, ils allaient reconstruire à partir de là un grand parti gaulliste. Bon, je ne crois pas un instant que ce soit réaliste. Je pense que c'est un aveuglement, une illusion. Et puis, il y a un problème de fond que j'avais expliqué un jour dans une page entière du Monde, en 2013, si mes souvenirs sont exacts, c'est que moi je ne pense pas que le Front National soit un parti d'extrême droite au sens où l'histoire des idées désigne l'extrême droite, pas plus que Mussolini est un homme d'extrême droite, hein, le fascisme c'est autre chose, l'extrême droite en France, ça a été la cagoule, ça a été l'action française à une certaine époque. Bon, l'extrême droite, sont les hiérarchies naturelles, ce sont les généalogies. Bon, on peut retrouver dans certains mouvements, je veux dire, le nazisme, c'est un mélange de fascisme, d'extrême droite, mais l'extrême droite, on la retrouve dans le fascisme à travers la supériorité de la race aryenne. Bon, ça, c'est de l'extrême droite. Et puis, il y a des éléments fascistes, voire socialistes dans le nazisme. Donc, cette classification ne me paraît pas bonne. Il faut prendre le problème autrement. Ce mouvement, pourquoi c'est pas parce qu'il est d'extrême droite que je le refuse d'abord, c'est parce que il me pose un problème moral qui est le suivant. C'est un parti qui, comme souvent les partis extrêmes, et qui en plus sont évidemment marqués par leur ADN, par leurs origines, simplifient outrageusement, outrancièrement tous les problèmes. Voilà. C'est-à-dire il y a toujours, c'est manichéen, il y a toujours le bien et le mal, il y a toujours le noir et le blanc, il y a toujours le vrai et le faux, et entre il n'y a rien. Or la politique, elle a affaire avec ce qu'il y a entre. La politique, c'est ce qui doit décider l'indécidable, c'est-à-dire ce qui doit répondre à des questions qui ne trouvent pas de réponse dans des catéchismes ou dans des manuels. Quand vous êtes, je vais prendre l'exemple de la Libye, parce que j'ai fait ce débat un jour avec Madame Le Pen. Si c'est scandaleux, vous vous rendez compte, si vous ne l'aviez pas fait, il n'y aurait pas eu de... Très bien. L'intervention en Libye, voilà, en 2011. Il n'y aurait pas eu d'intervention en Libye, il n'y aurait pas eu les conséquences que l'on voit. D'abord, on aurait pu traiter les conséquences autrement, hein, on aurait pu ne pas laisser tomber la Libye à l'été 2012, on aurait pu mettre la Libye sous mandat de l'ONU, enfin il y a beaucoup de solutions pour éviter la catastrophe qui s'est produite. Mais quand la question s'est posée, comment s'est-elle posée pour le président de la République et pour personne d'autre? Il reçoit, j'y étais avec d'autres, les représentants de l'opposition libyenne. Franchement, il n'y avait pas là de doute, c'était pas ambigu, c'était pas des djihadistes déguisés, c'était des gens très sérieux, très bien, démocrates, intelligents, cultivés, raisonnables. Ils nous ont dit, voilà, Monsieur le Président, il y a 1 million de personnes à Benghazi, Kadhafi a mis son armée, encercle la ville, il va tuer tout le monde. Tout le monde, je sais, mais presque, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Hein. Demandez à Béziers, aux habitants de Béziers, comment s'est passée la croisade des Albigeois. Bon, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Et Dieu reconnaîtra les siens, le légat du pape. Voilà. Bon, quand on connaît, rapidement, parce que la montre tourne. Oui, mais quand on connaît le profil psychologique de Kadhafi, tout ça était vraisemblable. Et le président de la République se trouve à ce moment devant ce que j'appelle un choix tragique, c'est-à-dire qu'il est seul face à sa conscience.
Si je n'interviens pas, peut-être que j'éviterai des désordres, des chaos, mais j'aurai un million de morts sur la conscience. Voilà. Et si j'interviens, bien, il risque d'y avoir le chaos, le désordre. Et ça, vous voyez, c'est ça le tragique de la condition humaine et le tragique de la politique. Mais que fait le Front National? Le Front National, c'est un parti qui nie le tragique de l'histoire, qui nie le tragique de la politique, qui nie la complexité sociale, psychologique, humaine, à laquelle la politique est toujours confrontée. Et si la politique ne l'accepte pas, si la politique devient celle de la bonne conscience, si on est toujours content de soi et qu'on ne se pose jamais de questions, alors on fait une politique profondément inhumaine. Voilà. Henri Guénaud, une dernière question, parce que le temps Dernière tourne. question. On l'aura compris, vous ne voterez pas a priori François Fillon à la présidentielle. Si jamais vous n'obtenez pas vos parrainages, vous allez nous expliquer en 2 mots où vous en êtes. Vous faites quoi en avril prochain? Dans l'état actuel du paysage politique, franchement, je serais bien ennuyé pour trancher. Voilà. Je pense que d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, il se peut que je m'abstienne. Vous rejoignez Mais non, mais les rangs des abstentionnistes. si vous voulez, à un moment donné, quand vous avez fait tout ce que vous pouviez pour que ça ne se passe pas ainsi, et que ça se passe ainsi, vous dites... Voilà, après tout, les Français ont choisi, pas tout seuls, avec l'aide de tout le système politique, ils ont choisi leur destin. Que voulez-vous y faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je me serais battu, j'aurais laissé beaucoup de sacrifices, de handicap. Enfin, bon, j'aurais payé le prix de mon combat, que j'accepte parfaitement, mais... Que faire d'autre? Je me présente, c'est dur le combat politique. Et puis je vais chercher mes parrainages. Vous en êtes on va y pensé, venir. d'ailleurs, Et c'est ça, d'ailleurs la clé du problème. Moi, je pense qu'il y a un immense espace politique. Encore une fois, pour tenir d'une même main, de façon raisonnable, ouverte. Avec des désaccords, on aurait d'autres débats avec Edwige Plenel sur tout ça, mais tenir la question nationale. Je ne suis pas en campagne. Non, mais moi je le suis, mais pas ici, là, enfin pas avec vous. Je veux dire, c'est pas le sujet, mais c'est-à-dire pour tenir les deux bouts d'un côté de la question nationale, de l'autre côté de la question sociale, qui ont absolument besoin de réponses. On y ajouterait la question démocratique. Mais oui, mais enfin, c'est un débat, parce qu'il y a aussi le débat entre la démocratie et la République, il y a aussi le fait de savoir comment on définit la démocratie. Elle vous a quand même posé une question précise, oui, les signatures. Alors, sur les signatures, le le problème est très simple. C'est d'abord, je ne suis pas au bout. Et je pense que la plupart des gens qui disent qu'ils ont déjà leur signature, à part les candidats des 2 grands partis qui sont sur un gisement d'investiture d'élus encartés, personne ne sait exactement où il en est. Nous sommes dans la phase des promesses, qui n'engage que ceux qui les reçoivent, comme chacun sait. Et d'autre part, la vraie campagne des parrainages commence le 23 février. Et elle s'achève le 17. Et en plus, c'est au fil de l'eau, maintenant, c'est-à-dire que les gens ne donnent plus aux candidats, mais envoient directement au Conseil constitutionnel, qui les rend publics au fur et à mesure. C'est extraordinaire. Mes collègues ont voté cette loi, ils l'ont votée, parce qu'il y avait une petite disposition sur les comptes de campagne des législatives. Ils n'auront absolument pas regardé le reste, mais c'est quand même assez désastreux pour la démocratie. Et ce qui est encore plus désastreux, c'est que ceux auxquels on confie ce pouvoir ont beaucoup de mal à l'exercer. Beaucoup n'ont pas envie, parce que la politique, c'est pas bien. Donc, vous avez une quantité de maires qui sont le plus gros gisement, en fait, de parrainage, qui ne veut pas. En 2012, il faut savoir que sur 47 000 et quelques personnes susceptibles de parrainer, il y a eu 16 000, je crois, 500 parrainages. Et il y en aura probablement moins en proportion cette fois-ci, parce que il y a des gens qui ne veulent pas parrainer. Et puis, les encartés, qui aujourd'hui commencent à bouger, parce que quand même rendre bien compte que le naufrage est annoncé. Vous allez peut-être bénéficier des problèmes de François Fillon. Mais déjà, le climat a changé. Voilà, je peux vous dire que c'est... Mais tout le monde maintenant est en face de ses responsabilités, parce que si il est le seul candidat le lendemain de la proclamation des candidatures, alors il n'y aura pas le choix. Tout le monde sera entraîné dans ce naufrage, et pas seulement notre famille politique, mais l'élection présidentielle et nos institutions. Vous verrez le résultat de tout ça. Donc chacun est en face de ses responsabilités. À eux maintenant de faire en sorte qu'il y ait 1 ou 2 autres candidatures qui permettent à chacun de se décider, parce que la solution, c'est pas le plan B, tout ça n'a pas de sens. La solution, c'est que le jour où commence la campagne officielle, il y ait une autre candidature, et que les parlementaires, les députés, les sénateurs, les autres puissent choisir en disant
pour des raisons qui sont à la fois morales, politiques, eh bien, nous ne pouvons pas le soutenir et nous en soutenons un autre. Mais ils seront responsables de leur choix. Et à la fin, vous ne pouvez voter que pour les bulletins qui sont sur la table. Donc chacun aujourd'hui est en face de cette responsabilité. Voilà ce que j'ai à dire, moi, sur les parrainages. Henri Guénaud, si vous avez les parrainages, vous reviendrez, comme tous les candidats que nous inviterons une fois qu'il y aura la proclamation des candidats dans 30 jours par le Conseil constitutionnel. Et si vous êtes en train de regarder Mediapart et que vous êtes un élu qui souhaitait qu'il y ait une diversité, une pluralité dans l'expression politique de cette présidentielle, eh bien, Henri Guénaud attend des parrainages, comme tout à l'heure, je l'ai dit, pour Oscar Temarou, et comme je vais le dire pour notre... C'est pas un soutien, un parrainage. J'ai bien compris. C'est une autorisation de se présenter. J'ai dit, si vous souhaitez qu'il y ait ce pluralisme, comme pour Oscar Temarou, si vous souhaitez que les questions des Outre-mer soient posées, et comme nous allons le voir avec notre invitée suivante, si vous souhaitez qu'il y ait une expression citoyenne hors de la politique dite professionnelle, notre prochaine invitée qui va terminer ce live sur les autres voix, autres candidats, Charlotte Marchandise, issue du choix d'un vote électronique sur laprimaire.org. Et en introduction, un petit détour en Espagne.